Et on enchaîne à présent avec Enjeu patrimoine, un enjeu patrimoine qui va se pencher sur les limites des produits PER actuels, ces plans épargne retraite. Critiqués sur les frais ou sur la gestion opaque de ces produits, ou en tout cas de ce qu'on peut y trouver par le gouvernement, le produit PER a cependant envahi le marché français et réussi à convaincre toute la profession. Enfin, toute non, car une poignée d'experts résiste encore à cette vague de PER dans vos portefeuilles, ou du moins pointe les limites de ce produit à prendre en compte avant d'y investir. Les limites du PER, un sujet que l'on traite avec Elie Toledano, directeur général d'Afiesca. Bonjour Elie Toledano. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Afiesca ne fait pas de PER. Vous allez nous expliquer les raisons qui vous ont poussé à ne pas en faire. Et on en parle également avec Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoney. Bonjour Charlotte Tamer. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau. Alors Yomoney propose un PER pour le coup, ce qui ne vous empêche pas de pointer les limites ou en tout cas d'alerter sur le fait que ça ne correspond pas forcément à tout le monde, ou en tout cas que quand on y va, il faut savoir dans quoi on va exactement. Exactement. On va dresser ensemble les limites de ce produit financier. Je dresse quand même un contexte. Le PER a fêté ses 2 ans, il n'y a pas si longtemps. Lorsqu'il a fêté ses 2 ans, le gouvernement constatait que 3 millions de contrats ouverts étaient attendus pour 2022 et qu'il en était à 3,8 millions donc en 2021 et qu'on pouvait donc viser 4 millions de contrats ouverts en 2022. C'est donc un produit qui plaît et on entend régulièrement que c'est un produit qui n'a pas d'âge, une sorte de produit miracle qui d'un côté finance l'économie, règle le problème des retraites ou en tout cas règle votre problème des retraites avec votre épargne. Première question peut-être avec vous Charlotte Tamer pour commencer, faut-il vraiment foncer vers le PER sans réfléchir aujourd'hui ? Non, et c'est valable pour le PER, mais c'est valable aussi pour les autres enveloppes d'investissement. D'accord. On n'investit pas comme ça à la va-vite. Enfin, ça dépend qui, mais en tout cas, c'est pas ce que je recommanderais en tout cas. Avant d'ouvrir un PER, en fait, je pense qu'il y a une des limites, mais elle va plus concerner l'investisseur, c'est-à-dire un peu le voile pailleté qu'il va y avoir derrière l'aspect de défiscalisation. D'accord. Donc, ça va créer un impact psychologique chez l'investisseur. En France, on paye beaucoup d'impôts. Rien n'est clair sur la fiscalité. C'est quand même un domaine législatif où il y a un peu d'inflation et ça bouge un peu tout le temps. Donc les gens ne sont pas forcément, je pense, rassurés. Il n'y a pas énormément de stabilité sur le sujet. Donc il faut en fait avoir conscience qu'on est en train de faire. Donc pas de stabilité sur la fiscalité du PER, ou le PER serait une sorte de produit refuge, ou l'investissement serait une sorte de produit refuge par rapport à une fiscalité qui bouge ? Non, c'est-à-dire que l'environnement fiscal, que ce soit sur les valeurs mobilières, l'immobilier, fiscalité sur le revenu, etc., de manière générale, fiscalement, on a de l'inflation législative. Ce n'est pas le seul domaine, mais sur la fiscalité, ça peut un petit peu effrayer. Et il est vrai que le poids de l'impôt n'est pas négligeable en France. Alors, je ne suis pas là pour faire une étude comparative des pays européens ou mondiaux, mais on a il y a quand même de la fiscalité en France. Et donc, on aime bien défiscaliser. Et donc, du coup, on est attiré instinctivement par la défiscalisation. Et c'est là où je mets une première alerte de dire, derrière la défiscalisation, il faut regarder ce que vous êtes en train de faire. Et le vrai acte que vous êtes en train de faire, c'est que vous êtes en train d'ouvrir une enveloppe de capitalisation et vous êtes en train d'investir votre argent sur les marchés financiers. C'est ça le sous-jacent. Il y a un peu un voile pailleté au début qui dit alerte des fiscs, mais derrière, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Donc, il ne faut pas que l'attrait fiscal du démarrage empêche de s'intéresser à ce qu'il y a derrière. Sur quel type de PER j'investis ? Est-ce que c'est un PER compte-titre ? Est-ce que c'est un PER assurantiel ? Quelle est la gestion qui m'est proposée ? Est-ce que c'est une gestion libre ? C'est une gestion sous mandat ? Quels sont les frais ? Quels sont les types de sorties ? Quel est le taux de la rente ? Il y a énormément de questions et c'est vrai que quand on dit défisc, parfois ça allume une réaction presque un peu animale. Et on se dit on y va, c'est bon, je vais payer moins d'impôts et donc pour le reste on verra après. Et quelques années après on va se dire mais c'est bizarre, j'ai pas de rentabilité, etc. Et on va se rendre compte qu'on a par exemple 2,5% de frais de gestion récurrents, et encore, c'est une moyenne assez acceptable sur ce type de produit. Je vais payer 2,5% de frais de gestion annuels, et donc au final, ça va peser sur ma performance, parce que c'est une performance qui est attendue à la fin, au-delà de l'aspect fiscal. Donc ça, c'est une des premières limites, c'est-à-dire, ok, je vais avoir un avantage fiscal à l'entrée, mais attention, c'est un avantage fiscal qui est à l'entrée, mais qu'on va redonner à la sortie. Et ça va être mon deuxième point. Mais il faut s'alerter sur le fait que certes, il y a un avantage fiscal. Est-ce qu'il vous correspond ? Est-ce qu'il ne vous correspond pas ? Mais derrière, quelle est l'enveloppe d'investissement ? Comment fonctionne ? Alors, on va rentrer dans le PER en tant que tel après. Effectivement, continuons sur la fiscalité. Donc, il y a la fiscalité à l'entrée. Et ce qui est souvent pointé, c'est la fiscalité à la sortie. Et après, on entendra Elie Toledano sur le sujet. C'est vrai qu'ensuite, on peut sortir. Donc, le principe du PER, c'est qu'on va faire des versements réguliers. Ou pas, d'ailleurs. Ou pas, c'est quand même l'intérêt par rapport aux anciens dispositifs. Et une fois qu'on a suffisamment capitalisé et qu'on a une durée suffisamment longue et qu'on est à la retraite.
Ça peut servir. On peut sortir son argent, que ce soit en capital ou en rente, et c'est là où il y a une refiscalisation qui intervient. Tout à fait. On va faire un exemple. On imagine que j'ai capitalisé 100 000 euros sur mon PER, et donc on va dire que je fais un schéma assez simple et raccourci. Je suis à la tranche marginale de 41%, d'accord ? Je mets 100 dans mon PER, donc je vais avoir un avantage fiscal qui est de 41. En final, je n'aurais investi que 59 en fait, en valeur dans mon PER. Donc j'ai mon PER, j'ai mis ces 100, j'ai eu mon avantage fiscal, je laisse travailler mon PER pendant, disons, une dizaine d'années, et à la sortie, j'ai 150. Donc j'ai une belle rentabilité, je suis content. Bien sûr, oui. Et là, je dis, je sors mes 150. Je suis à la retraite, je sors mes 150. Sur les 50 de plus-value, parce que si on se souvient, on a investi 100, j'ai 50 de plus-value, et que vous soyez sur un PER compte titre ou assurantiel, il y a une fiscalité de la plus-value, valeur mobilière, qui est de 30%. D'accord. Prélèvement forfaitaire unique, 12,8 de fiscalité, 17,2 de prélèvements sociaux. Ça, c'est pour la plus-value financière. Et ensuite, les 100 000 de capital initialement investi, sur lesquels j'avais une réduction d'impôt à 41%, eh bien, ils vont re-rentrer dans ma source de revenus et être refiscalisés à ma tranche marginale à ce moment-là. Donc comme un impôt sur le revenu, pour le coup. Voilà, c'est un crédit d'impôt, le PER. En gros, le jeu, on va dire que c'est un jeu. Le jeu, c'est de se dire, on me prête un capital que je ne donne pas aux impôts. En contrepartie, je le bloque sur cette enveloppe et je paye à la sortie. Je vais faire travailler ce capital. Donc, je vais aller chercher une plus-value que je n'aurais pas eue si je n'avais pas eu ce capital. Bien sûr. Oui. Le but, c'est de maximiser la plus-value parce qu'au terme, je garde la plus-value, mais je rends l'économie d'impôt. Élie Toledano, sur cette partie fiscalité, je vous voyais acquiescer effectivement sur ce que disait Charlotte Tamer. Vous n'êtes pas plus convaincu finalement par la fiscalité du PER? Alors moi, je souscris tout à fait avec ce qui vient de se dire et j'ai beaucoup aimé l'expression « c'est un jeu ». Et je pense qu'on ne joue pas avec sa retraite et on ne joue pas avec le fisc. Parce qu'il s'agit effectivement d'un pari. C'est le pari du tout simple, c'est que je paye des impôts aujourd'hui, j'ai la capacité de réduire mes impôts. En contrepartie, je serai fiscalisé à la sortie. Et donc le pari, il est très simple. J'ai une tranche marginale aujourd'hui parce que je travaille, je gagne bien ma vie, qui est ce qu'elle est, et quand je serai à la retraite, elle devrait être inférieure. Je parle au conditionnel, parce que ce n'est pas forcément le cas. Et en général, quand on est à la retraite, on a moins d'enfants ou on n'a plus d'enfants à charge. C'est ça, c'est un des arguments qu'on entend souvent, c'est comme les revenus seront inférieurs à la retraite, je paierai moins d'impôts qu'au moment où je cotise, entre guillemets, dans mon PER. Et tout à fait, mais vous avez un quotient familial qui baisse. En général, c'est le cas. Donc le calcul, il n'est pas si simple à faire, surtout qu'il est sur une durée très longue. Et donc, pour reprendre l'expression, jouer avec le fisc pour sa retraite, moi, je pense que c'est un pari risqué. C'est un pari dangereux, d'autant plus qu'il y a des produits qui existent aujourd'hui, qui ont certes été réformés il n'y a pas très longtemps, et qui sont très souples, qui sont très ouverts, qui sont nettement moins chers, et qui offrent un service. Alors oui, il n'y a pas la défiscalisation à l'entrée, vous m'avez vu venir, c'est des contrats d'assurance vie. Oui, c'est ça, on se demandait ce que c'était. Oui, c'est vieux comme le monde, et moi, de mon point de vue, et c'est la raison pour laquelle nous n'en proposons pas encore, c'est pas dit, parce qu'il y a encore des choses à faire évoluer dans le produit pour qu'il soit un peu moins compliqué, mais en tous les cas, un bon contrat d'assurance vie géré par un conseiller, un courtier, un salarié, qui fait le point régulièrement, ça me paraît être une solution qui est très bonne, surtout si vous l'ouvrez avant 70 ans et avant, évidemment, alors, donc avant l'âge de la retraite. Sur le PER, vous nous dites que c'est un pari, mais ça veut dire que c'est un pari qui peut quand même s'avérer gagnant de temps en temps. Je ne sais pas si par exemple on investit en actions et que sur 15 ans, il y a une performance des marchés actions suffisamment bonne pour compenser la perte fiscale qu'on aura eue. Alors le pari, il est double, il est sur les marchés financiers et il est fiscal. Et sur les marchés financiers, ça regarde... La stratégie de chacun, bien sûr. Mais on entend quand même souvent dire que sur le long terme... Ça va dépendre aussi des frais. Oui. Alors les frais, on va y venir, effectivement. Oui, bien sûr. Et le second pari, il est sur la fiscalité. Et comme l'a dit Charlotte, on est dans un pays caractérisé par l'instabilité fiscale permanente. Donc, si vous voulez, faire des paris de cette nature-là sur des durées de 20-25 ans, moi, ça me paraît très risqué. Pour autant, je ne dis pas que ce n'est pas un produit qu'il ne faut pas vendre, il faut certainement l'avoir dans la gamme, mais il s'adresse à une clientèle très avertie et il doit être extrêmement bien conseillé. Charlotte Tamer, avant de parler des frais, on entend souvent qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à préparer sa retraite.
est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'âge pour commencer à avoir un PER et potentiellement commencer à défiscaliser toujours sur ce plan fiscal? Il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a le fait, effectivement, moi je recommanderais à tous les gens qui sortent d'études, qui commencent à travailler. Moi j'ai un exemple, j'ai mon frère aujourd'hui, je lui dis capitalise pour ta retraite. Je lui dis tout de suite. Donc je conseille aux jeunes générations qui sortent de l'école de capitaliser pour leur retraite. Et après il y a le produit retraite en lui-même. Est-ce que vous avez besoin qu'il y ait le mot retraite pour capitaliser sur votre retraite? Il y a quand même un enjeu un peu marketing derrière tout ça. Donc moi, je trouve que le PER s'adapte, effectivement, et je rebondis sur ce que vous dites, s'adapte à certaines typologies de clients assez avertis, et il faut que ce soit bien conseillé. C'est quand même un supplément de capital. Vous allez chercher un supplément de plus-value, parce que vous avez un supplément de capital qui vous est prêté par l'État. Oui. Donc c'est quand même un plus. Mais il faut remplir des critères assez précis. Il ne faut pas le faire à la va-vite. Après, quand on est jeune, qu'on sort d'études, et généralement, la tranche marginale... plutôt évoluer dans le temps. Oui. C'est-à-dire que là, quelqu'un qui sort d'études, je ne sais pas, il a quel âge, 23, 25 ans, ça veut dire que sa retraite, elle est à 40 ans. Et il y a deux jeux, il y a deux choses. D'une part, sa tranche marginale, elle va peut-être n'être qu'à 30%, on va peut-être être au début de la tranche à 30, donc il faut faire attention sur qu'est-ce qu'on déduit, à quelle tranche je le déduis. Et la deuxième chose, c'est surtout on va bloquer un capital. On va bloquer un capital. Et entre les 25 ans du petit jeune qui commence consciemment et rigoureusement à capitaliser pour sa retraite et le moment de sa retraite, on lui souhaite qu'il se passe plein de choses dans sa vie. Alors, l'achat d'une résidence. Oui, parce que c'est de l'épargne bloquée pour le coup. Alors, effectivement, il y a quand même des conditions de déblocage. Oui, il y a des conditions. Mais par exemple, les gens qui me disent aujourd'hui, moi j'investis dans le PER, dans 2 ans j'achète ma résidence principale, donc je fais une économie d'impôt, je place ça sur le marché. Je leur dis, non, en fait, parce qu'en 2 ans, on ne va pas pouvoir aller chercher. C'est tout un enjeu. C'est la plus-value que vous gardez. En 2 ans, on ne va pas chercher de plus-value sur le marché. On ne va pas chercher 2 fois 30. C'est un pari très risqué. Là, c'est un peu casino. Donc, au final, quelqu'un qui veut acheter une résidence principale à 10 ans, à 15 ans, ça peut s'y prêter, parce qu'il va avoir un supplément de cette plus-value qu'il va conserver, qui sera généré par ce prêt d'impôt. Mais au final, sur quelqu'un qui est assez jeune, j'ai tendance à dire, on peut ouvrir un PER et avoir un peu comme un rituel de se brosser les dents, prendre l'habitude de mettre de l'épargne pour sa retraite. Si ça lui fait plaisir de le faire sur le PER, il peut le faire sur des petits montants. Mais j'aurais tendance à dire, attention, il y a une notion de disponibilité de l'épargne et elle sera peut-être un peu plus grande sur l'assurance vie. Alors, on enchaîne sur les frais. Il nous reste un petit peu de temps. Élie Toledano, ça c'est le gouvernement lui-même va jusqu'à pointer les frais parfois excessifs sur le PER. C'est quelque chose qu'il faut regarder aussi. C'est vrai que quand on regarde la liste des frais, alors ils ne sont pas tous appliqués sur tous les PER, mais il y en a tout le temps. Il y en a à l'entrée, il y en a dans la gestion, dans l'arbitrage, que ce soit un arbitrage action, obligation ou autre, il y en a à la sortie. Enfin, alors, oui, des frais, il y en a partout, un peu comme les PERP, les anciens PERP. Et là, j'aurais tendance que je les défendrais. Vous voyez, je ne dis pas qu'ils sont élevés ou qu'ils sont bas, mais c'est normal. L'assureur défend la gestion, finalement. Non, mais encore une fois, c'est pas un produit, c'est pas un livret A, c'est pas quelque chose qu'on ouvre à la va-vite et ça demande du conseil. Qui dit conseil dit rémunération de la personne qui va le délivrer. Et donc, c'est pas anormal qu'elle soit payée au travers de frais qui peuvent être appliqués. Après, sont-ils excessifs ? C'est pas à moi d'en juger. Moi, je part du principe que tout doit se payer et donc qu'il y ait des frais, c'est pas choquant. Après, il y a quand même un élément, c'est cet empilement. Pourquoi il y aurait plus de frais que sur un contrat d'assurance vie multisupport ? Certes, le conseil est peut-être un peu plus élaboré, mais un contrat d'assurance vie multisupport, ça demande aujourd'hui de la technicité, ça demande de la formation, ça demande de la connaissance, et c'est pas très cher. Donc je pense qu'il y a des efforts à faire de ce côté-là. Et en effet, quand on est à 2,5 tout compris par an, sur 10 ans, ça fait un peu de performance en moins. Charlotte Tamer, le sujet, c'est également l'empilement des frais. C'est ça, c'est qu'on n'est pas forcément conscient de tous les frais qui vont s'empiler quand on ouvre son PER. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de regarder une notice d'un PER et même d'un contrat d'assurance vie pour retrouver l'intégralité des frais entre les frais d'entrée, les frais de tenue de compte, les frais de gestion, les frais des sous-jacents, dit les frais courants, les frais éventuellement de sortie, les frais de conseil. Les frais d'arrérage de rente, moi j'aime beaucoup cela. Les frais d'arrérage de rente, etc. C'est un peu, là on a un deuxième jeu qu'on appelle la chasse aux frais et donc ça ressemble un peu à une chasse au trésor. C'est assez compliqué. Le problème, est-ce que c'est l'empilement ? Moi, alors peut-être que j'ai mal saisi le message, mais quelque part, il y a plusieurs acteurs. Il y a le teneur de compte, il y a le gestionnaire financier et il y a le conseiller. Quelque part, cet empilement des frais, il représente les différentes catégories qui interviennent pour générer ce type de produit. Après, je pense qu'aujourd'hui, on a toutes les capacités, et c'est un choix qui est fait par la personne qui propose le PER, on a le choix de proposer des frais moins chers, mais c'est un vrai choix. À un moment donné, il faut que les frais arrêtent d'empiéter sur la performance finale de l'investisseur. Et ça, c'est une prise de position. Un peu plus transparent aussi, ou il y a un sujet sur la transparence ?
pense que là, je ne suis pas vraiment de votre avis, vous voyez, parce qu'en assurance vie, un domaine que on pratique tous beaucoup plus que le PER, qui est relativement récent, justement, quand on parlait d'inflation législative, on a empilé les documents précontractuels pour expliquer aux clients quels étaient les frais qu'il allait payer. Objectivement, moi, je mets au défi nos téléspectateurs d'y comprendre quelque chose. C'est-à-dire, en fait, entre les frais du contrat, les frais des supports, le DIC, l'IPID, donc le c'est pas DC... forcément un sujet qui est lié au PER, mais qui est plus large que ça. Mais voilà, il y a trop de textes, et on empile des textes, on empile des documents, et en fait, on ne comprend plus rien. Eh ben, on finira là-dessus. Il faudra qu'on refasse un sujet effectivement sur la compréhension effectivement des produits financiers. Merci beaucoup Élie Toledano, directeur général d'AFI SK. Merci Charlotte Tamer, directrice conseil chez Yomoni. Et quant à nous, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.